Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus ou lâche un petit commentaire. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Il existe, au sein même de notre système solaire, une planète plate. Oui. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ça ensemble. Quand on participe à un débat, il est très tentant d'utiliser ce que l'on appelle un argument de l'homme de paille. Son principe est simple. Prenez les idées de votre opposant, déformez-les et simplifiez-les jusqu'à en obtenir une version grotesque, puis argumentez contre cette idée grotesque que vous avez vous-même créée. C'est un type d'argumentation très utilisé en politique, par exemple. Les partisans de la théorie de la Terre plate utilisent l'un de ces arguments pour tenter de ridiculiser ceux qu'ils appellent les globistes. Les globistes disent que la Terre est ronde, mais ils disent aussi que la Terre est déformée au pôle. Donc en fait, les globistes défendent l'idée d'une Terre en forme de patate. Présenté ainsi, c'est ridicule. Et pourtant, cette déformation des pôles est sûrement l'un des meilleurs moyens de justifier l'existence d'une planète plate, selon les lois de la physique telles que nous les connaissons. Bon, c'est vrai que les plateux font allègrement caca sur les lois de la physique, mais n'empêche. Aujourd'hui, nous allons parler de physique des fluides et nous allons faire une petite excursion dans les confins du système solaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le système solaire n'est pas constitué que de 8 planètes. Il comporte aussi des milliards d'autres objets allant de la poussière à la planète naine. Autant je juge pas nécessaire de vous expliquer ce qu'est une poussière, autant la planète naine, on va s'arrêter 2 minutes dessus. Au début du XXe siècle, Percival Lowell cherche la planète X, un objet de grande masse qui perturbe les orbites d'Uranus et de Neptune. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Il fait construire dans l'Arizona un observatoire dédié à la recherche de cette fameuse planète, mais il meurt sans l'avoir découverte. En 1930, Clyde Tombaugh, qui poursuit ses recherches, découvre un énorme objet au-delà de l'orbite de Neptune. Un astre de près de 2400 km de diamètre qui orbite à une distance qui évolue entre 30 et 50 unités astronomiques du Soleil. Petite parenthèse. La distance Terre-Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres. On appelle cette distance une unité astronomique ou UA. Pluton est donc 30 à 50 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. Bref, Clyde vient de découvrir le plus gros objet connu au-delà de l'orbite de Neptune. Bien qu'il soit plus petit que la plus petite des planètes connues jusqu'alors, vu qu'il est le seul dans cette région du système solaire, on n'a pas vraiment de raison de considérer qu'il soit autre chose qu'une nouvelle planète. Cependant, cet astre est bien trop petit pour être la planète X. Les recherches dans ce sens se poursuivent donc, mais comme je l'ai dit, on en reparlera dans une autre vidéo. Une petite fille de 11 ans habitant à Oxford, passionnée de mythologie grecque, trouve que le nom du dieu du monde souterrain, Pluton, correspond bien à cet astre perdu dans les confins obscurs et glacés. Son grand-père, qui travaille à l'université d'Oxford, fait remonter l'idée à ses collègues astronomes qui trouvent ça plutôt stylé, et le nom est validé une dizaine de jours après la découverte de la planète. Le problème, c'est que dans les années 90, près d'1 millier d'objets ont été découverts dans cette zone que l'on appelle la ceinture de Kuiper, certains très similaires à Pluton. Et l'Union astronomique internationale a donc décidé qu'on ne pouvait pas tous les considérer comme des planètes parce que ça foutrait un gros bordel. Le cas s'était déjà présenté avec Cérès, Pallas, Junon et Vesta, les 4 gros astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter et qui ont été découverts au début du 19e siècle. Jusque dans les années 50, on les considérait comme des planètes, mais le nombre croissant de découvertes similaires les a relégués au rang de gros astéroïdes. Et c'est la même chose qui arrive à Pluton. Ça a pas mal fait râler aux États-Unis parce que c'était la seule planète découverte par un Américain, mais bon. On se retrouve donc à partir de 2006 avec les planètes mineures ou planètes naines et les corps mineurs. Une planète, c'est un objet suffisamment massif pour avoir éliminé tous les autres corps de son orbite. Dans la ceinture d'astéroïdes et dans la ceinture de Kuiper, les gros astéroïdes tels que Cérès, Pallas, Junon et Vesta ont des orbites somme toute assez proches, ils ne correspondent donc pas à la définition. Mais si on jette un œil à Cérès ou à Pluton, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ressemble plus à une planète qu'à un astéroïde. Et c'est là qu'intervient le concept de planète mineure. Une planète mineure, c'est un objet suffisamment dense pour que sa gravité lui donne une forme sphérique et ce que l'on appelle un équilibre hydrostatique. Une planète n'est pas rigide. Elle est soumise à un équilibre hydrostatique. Si vous pouviez poser la Terre sur une surface quelconque, elle coulerait comme un gigantesque tas de sable ou de cailloux. Ce qui la fait tenir en un seul morceau, c'est sa propre gravité.
Elle se comporte un peu comme une bulle d'eau que vous pouvez voir flotter dans la station spatiale. Sauf que l'eau tient ensemble grâce à sa tension de surface, pas à sa gravité. Mais si vous étiez une sorte de dieu capable d'appuyer du doigt sur la Terre, elle se comporterait un peu comme cette goutte d'eau. Et ça serait l'apocalypse. Et selon cette définition, tous les objets trop petits et trop peu massifs pour être maintenus en boule par leur propre gravité ne sont pas des planètes mineures. Planète mineure, pas planète mineure. Planète mineure, pas planète mineure. Donc tout ce qui n'est pas une planète mineure est appelé de manière générique un corps mineur. Ça comprend les astéroïdes, les comètes, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Revenons à notre équilibre hydrostatique un moment. Les gros objets ont donc une forme de sphère, mais à l'échelle planétaire, ils ne sont pas solides. La conséquence, c'est qu'il est possible de les déformer, exactement comme la goutte d'eau de tout à l'heure. La Terre, en tournant sur elle-même, est soumise à l'effet centrifuge. Vu qu'elle ne fait qu'un tour sur elle-même en 24 heures, cet effet n'est pas aussi fort que ce que vous subissez dans un tourniquet. Mais il n'est quand même pas négligeable. En effet, un homme qui pèse 70 kg au pôle Nord pèse 400 grammes de moins s'il se trouve à l'équateur. C'est pas assez pour s'envoler, mais vu que la Terre n'est pas rigide, c'est assez pour la déformer. Et il se trouve qu'à l'équateur, le rayon de la Terre est de 21 km supérieur par rapport au pôle. Certes, c'est pas fou. C'est même pas sensible sur une photo de la Terre d'ailleurs. Mais prenons maintenant l'exemple de Saturne. Elle fait un tour sur elle-même en 10 heures, ce qui implique un effet centrifuge bien plus grand que sur la Terre. Et si on la regarde sur son axe de rotation, l'aplatissement est bien sensible. Mais j'ai pas fait tout ça pour vous parler de Saturne. À Boston siège le centre des planètes mineures. Si vous êtes un observatoire et que vous découvrez un gros objet quelque part, c'est là qu'il faut soumettre vos données pour que la planète soit enregistrée et que vous soyez reconnu comme son découvreur. Parlons maintenant de Michael Brown. Il est astronome au California Institute of Technology. C'est un mec qui pèse dans la découverte des objets transneptuniens. Lui et son équipe ont à leur actif la découverte de plus d'une dizaine de planètes mineures. En 2004, il détecte un objet dans la ceinture de Kuiper, qui s'appelle alors K40506A. Mais avant d'en annoncer la découverte, ils veulent rassembler un maximum d'informations à son sujet, et le gardent sous le coude pendant près d'un an. Seulement, l'année d'après, une équipe espagnole annonce la découverte de cet objet au centre des planètes mineures. L'équipe de Brown est belle joueuse et appuie la découverte des Espagnols. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que leur base de données a été visitée quelques jours avant la publication des Espagnols par un ordinateur dont l'adresse IP correspond à celle de leur observatoire. Le centre des planètes mineures considère toujours l'équipe espagnole comme ayant découvert l'objet, mais c'est Brown qui le baptisera, lui et les deux satellites qu'il lui a découverts. Il l'appellera Haumea, du nom de la déesse hawaïenne de la fertilité, et ses satellites Hi'iaka et Namaka, du nom des deux filles de la déesse. Petite parenthèse, quand on nomme un objet du système solaire, on choisit le nom d'une divinité liée à un mythe de la création. Bref, à ce stade, Haumea n'est qu'un point brillant dans le ciel, mais maintenant il va falloir l'analyser, et c'est là que ça devient étrange. Son orbite varie entre 35 et 51 UA. Elle se trouve donc dans la même région que Pluton, la ceinture de Kuiper. Mais son orbite très excentrée et inclinée, ainsi que la présence d'autres objets sur des trajectoires similaires, laisse penser qu'Haumea est le résultat d'une collision entre deux gros objets. Au moins 5 objets plus petits mais avec les mêmes caractéristiques ont été découverts. Quand on intègre leur trajectoire dans une simulation informatique, on découvre que l'impact qui leur a donné naissance remonte à au moins 1 milliard d'années. Haumea possède un albédo de 0,7. L'albédo, c'est la quantité de lumière qu'elle reflète. Un objet complètement noir a un albédo de 0 et un objet complètement blanc un albédo de 1. Or 0,7, c'est franchement pas mal en fait, ce qui a rapidement fait penser qu'Haumea était recouverte de glace. Seulement cet albédo, il change tout le temps, et très vite. En l'espace d'une heure, il perd un tiers de sa valeur avant de la reprendre une heure plus tard. Et c'est là qu'on a compris qu'Haumea tourne sur elle-même en 4 heures. C'est aujourd'hui la planète naine à la vitesse de rotation la plus élevée que l'on connaisse. En janvier 2017, il est déterminé qu'Haumea va passer pile poil devant une étoile. On va donc pouvoir profiter de l'éclipse pour mesurer les changements dans la lumière de l'étoile et analyser sa forme et sa composition. Le 21 janvier, l'éclipse se produit et les chercheurs se rendent compte qu'ils ont devant eux l'un des objets les plus chelous du système solaire. Haumea mesure environ 1960 km de diamètre, ce qui correspond à peu près à la taille de Pluton. Mais comme elle tourne sur elle-même en 4 heures, l'effet centrifuge l'aplatit complètement, lui donnant cette forme.
Sur les objets transneptuniens, on trouve habituellement de la glace dite amorphe. C'est une glace qui se forme dans des conditions extrêmes et qui n'est pas organisée en cristaux comme ici sur Terre. Les cristaux de glace ne peuvent pas rester sous cette forme pendant plusieurs millions d'années dans les conditions de la ceinture de Kuiper. Mais il se trouve qu'Haumea en est recouverte aux 2/3, ce qui suggère qu'un phénomène se produit là-bas et recouvre régulièrement sa surface de glace. Il existe aussi un point sombre à sa surface, une zone rouge foncé, dont la composition reste à définir. Compte tenu de sa taille, de sa forme et de sa vitesse de rotation, la densité de Haumea est estimée à 3,3 grammes par centimètre cube, ce qui est plutôt dense. On pense donc qu'elle est principalement faite de roches et que la glace ne se trouve qu'à sa surface. Haumea n'a cependant pas d'atmosphère, sa masse relativement faible et sa vitesse de rotation élevée l'en empêchent. Mais c'est pas fini. En analysant le passage de Haumea devant l'étoile, on a pu constater des baisses de luminosité avant et après son passage, qui correspondent au profil d'anneau. Cet anneau, qui a priori n'est pas constitué de glace comme ceux de Saturne, est sombre. Les anneaux ne sont pas des structures stables sur de longues périodes. Par longue période, je parle de millions d'années. Donc il est probablement récent. Mais d'où vient-il? Mystère. Donc non seulement elle est plate, couverte de glace qui n'a rien à faire là, mais en plus elle a des anneaux. Je crois que dans la catégorie planète bizarre, Haumea remporte la palme, ce qui la rend très intéressante pour une exploration. Pourquoi est-elle couverte de glace qui n'a rien à faire dans la ceinture de Kuiper? Quelle est cette tache rouge à sa surface? Pourquoi a-t-elle des anneaux? Et surtout, est-ce la planète X? Non, en fait ça, on sait que non. Haumea a beau avoir la taille de Pluton, c'est uniquement parce qu'elle est aplatie, mais elle est 2,5 fois moins massive. Donc il n'y a aucune chance qu'elle perturbe à ce point les orbites d'Uranus et de Neptune. Cette perturbation vient donc d'ailleurs et on en reparlera dans une future vidéo. N'empêche qu'elle est franchement étrange. Des chercheurs ont calculé une trajectoire optimale pour y envoyer une sonde. Avec un départ en 2025 et une assistance gravitationnelle de Jupiter, il faudrait 14 ans pour la rejoindre. Donc si une pareille sonde est lancée, on ne verra pas à quoi ressemble Haumea avant au moins 22 ans. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks.